Bonsoir à tous. Vous vous souvenez que lors de notre dernière rencontre, je vous ai parlé des modifications de comportement qui se sont produits chez les premiers représentants du genre Homo, qui sont connus depuis au moins 2,5 millions d'années en Afrique, mais avec en fait quand même, surtout à partir, disons, de 2 millions d'années, des manifestations claires d'exploitation de la faune, de prédation, à une échelle bien plus remarquable que ce qui avait été observé auparavant. Aujourd'hui, on va regarder ce qui leur est arrivé après, et en particulier comment ces premiers hommes se sont répandus hors d'Afrique. Alors cette sortie d'Afrique des premiers Homo a été d'abord documentée en Asie essentiellement, et nous allons beaucoup parler de ces gisements qui sont sur la carte, un gisement qui se trouve en Géorgie, qui est le gisement de Dmanisi, des gisements qui se trouvent en Chine, et puis des gisements qui se trouvent dans l'île de Java. Mais depuis quelques années, nous avons aussi des découvertes très importantes qui ont été réalisées en Europe, qui ne sont pas aussi anciennes que ce que l'on a en Afrique, mais qui, vous le verrez, sont très importantes pour comprendre ce phénomène de dispersion des hommes. Comment est-ce que l'on documente cette expansion humaine? Et évidemment, on la documente grâce à des restes paléontologiques et à des restes archéologiques. Et je voudrais quand même insister sur le fait que ces deux types de documents sont d'une nature quand même très très différente. Vous avez ici à gauche un petit morceau d'un occipital, et c'est tout ce qu'il reste d'un homme entier, donc un morceau de son crâne à l'arrière qui représente, vous voyez, 7 ou 8 cm. Et on en reparlera à la fin de ma conférence aujourd'hui. Vous verrez, c'est un fragment qui est très important. Mais en même temps, c'est très peu de choses. Et en réalité, j'allais dire, la destinée des ossements humains ou de mammifères en général, ça n'est pas de finir sous forme de fossiles dans des collections. Normalement, dans la nature, ces restes disparaissent presque toujours, sauf quand ils se trouvent conservés dans des conditions tout à fait exceptionnelles, des dépôts qui permettent leur conservation très longtemps. Et donc, il faut bien se rendre compte quand même que les restes humains nous donnent quand même une information très, très fragmentaire. D'une part, les hommes sont des mammifères relativement rares, sont des primates et sont des prédateurs. Et les primates sont rares dans le registre fossile, les prédateurs aussi. Il y a un primate prédateur, et encore plus rare. Et il faut très certainement, il y a de nombreuses populations qui ont vécu dans un passé lointain, le Pléistocène inférieur, qui ne sont pas du tout documentées en termes de fossiles. Par contre, quand il s'agit d'archéologie, le silex, c'est quelque chose qui se conserve pratiquement éternellement. Ce que vous avez ici, ce tas d'éclats, c'est la quantité d'éclats qui a été produite par un homme qui vivait en Angleterre il y a quelques centaines de milliers d'années et qui a taillé un biface comme celui-là. Et pour tailler un biface comme celui-là, il a produit peut-être une centaine d'éclats. Et ces éclats sont reconnaissables par un spécialiste comme étant produits par l'homme, et ils vont se conserver pratiquement toujours dans les sédiments. Pour peu qu'on mette la main dessus, on aura une trace de la présence humaine. Et donc, dans de nombreux cas, cette expansion de l'homme, elle est documentée non pas par des fossiles, mais par des vestiges archéologiques. Alors, ces vestiges archéologiques, c'est ce qui constitue les différents assemblages lithiques du Paléolithique. Et il y a pas mal d'années, un archéologue qui s'appelait Graham Clark, 1969, a proposé de classer tous ces assemblages lithiques suivant ce qu'il a appelé des modes.
Et il a distingué un mode 1, qui est un mode 1, excusez-moi, qui est le mode le plus simple. Il s'agit simplement d'éclats retirés sur un galet. Un mode 2, qui est en fait ce qu'on va appeler l'acheléen. C'est la production d'objets bifaciaux plus ou moins symétriques. Et puis ensuite des modes plus évolués. On n'en parlera pas aujourd'hui. C'est surtout sur ce mode 1 et 2 que va se concentrer notre attention, et puis j'en parlerai à nouveau lors de mon prochain cours. En gros, ces industries du mode 1, c'est ce qu'on appelle l'oldowayen en Afrique et en dehors d'Afrique, et le mode 2, je vous l'ai dit, c'est l'acheléen. Il y a entre ces deux modes une différence de complexité, évidemment, et puis une différence d'âge, puisque l'oldowayen est une industrie beaucoup plus ancienne que l'acheléen. Cet acheléen, on le trouve pour la première fois en Afrique il y a à peu près 1,8 million d'années en Afrique de l'Est et puis très vite aussi en Afrique du Sud. On s'est beaucoup intéressé à la différence entre ces types d'industries justement pour dater la sortie d'Afrique. Et chaque fois qu'on va trouver des industries en dehors d'Afrique, on va se demander toujours si ce sont des industries du mode 1 ou du mode 2, avec l'idée que, effectivement, le mode 2, on connaît sa date d'apparition en Afrique. Alors, il y a un petit problème avec ce raisonnement, c'est qu'évidemment, ces industries primitives de type mode 1 ont pu persister beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit, et ça n'est pas parce qu'on trouve en dehors d'Afrique des industries du mode 1 qu'elles ne sont pas contemporaines en fait de l'acheléen. On aura l'occasion d'en reparler. Cette expansion des hommes en dehors d'Afrique, dans les moyennes latitudes, elle s'est faite évidemment dans des environnements et avec des climats très différents de ce que les hommes avaient rencontré dans leur zone d'origine. Et on sait qu'au cours du Pliocène et du Pléistocène, on a des changements climatiques assez importants, avec d'une façon générale, à l'échelle de la planète, un accroissement de l'aridité et puis des climats qui tendent à devenir de plus en plus froids. Et évidemment, ça a des conséquences sur les paysages et sur la faune. Ces changements climatiques ne sont pas des changements réguliers. On a un enregistrement assez précis de ces modifications climatiques qui est fourni par les isotopes stables de l'oxygène que l'on trouve dans les tests de foraminifères marins. On les étudie aussi, ces isotopes, dans les glaces du Groenland et de l'Antarctique. Et ce que nous montrent ces variations de la quantité d'isotopes 18 de l'oxygène dans les carbonates et dans l'eau, c'est en fait indirectement une mesure de la quantité de glace qui est stockée dans les pôles. Pourquoi ? Eh bien parce que la glace qui est stockée dans les pôles, c'est de la glace qui provient de la précipitation de neige, de pluie, et cette neige et cette pluie, elle est arrivée dans les régions froides sous forme de nuages, et ces nuages, ils proviennent de l'évaporation des océans. Donc les isotopes de l'oxygène les plus légers sont ceux qui vont être contenus en plus grande quantité dans l'eau d'évaporation. Et donc plus il se stocke de cette eau d'évaporation dans les pôles, et plus il va y avoir d'isotopes lourds dans les océans. Ce que vous voyez sur cette courbe, en fait, c'est que les variations climatiques sont extrêmement nombreuses et, je dirais même, extrêmement brutales. Alors on voit un glissement vers la gauche, c'est-à-dire vers le plus froid. On voit aussi une modification, cette échelle dure 5 millions d'années, hein. On voit une modification de l'amplitude de ces variations et puis aussi de leur périodicité. Ici, c'est un découpage de ces cycles pour l'Afrique et vous voyez qu'on est passé de cycles assez courts à des cycles de plus en plus longs au cours du dernier million d'années. Évidemment, ces fluctuations climatiques vont, comme je vous l'ai dit, affecter la faune, les paysages. Et une des questions qui va se poser à propos de ces mouvements de population fossile, c'est dans quelle mesure elles sont, je parle des hommes, elles sont liées à ces fluctuations climatiques ou elles en sont plus ou moins indépendantes.
Au passage, je vous signale que ces fluctuations, elles sont liées à des modifications de paramètres astronomiques, notamment tous les paramètres qui concernent l'orbite terrestre, son excentricité, son obliquité, sa précession. C'est un phénomène qui avait été reconnu par un astronome serbe du nom de Milanković il y a déjà très longtemps. Lorsque l'on regarde l'arbre des hominidés fossiles que nous avons déjà, des hominines fossiles que nous avons déjà considérés à plusieurs reprises, nous avons une grande partie de cet arbre qui est connu uniquement en Afrique, et ici un petit nombre d'espèces qui ont été découvertes hors d'Afrique et aussi parfois en Afrique. Et donc, tout naturellement, vous voyez que l'espèce la plus ancienne que l'on connaît hors d'Afrique, c'est Homo erectus, et classiquement, Homo erectus est considéré comme cette première forme humaine qui va se répandre un peu partout dans l'Ancien Monde. Je vais vous dire un mot d'Homo erectus, évidemment. C'est une espèce qui a été décrite par ce chercheur hollandais qui s'appelait Eugène Dubois, qui est parti à Java à la fin du XIXe siècle pour y rechercher le chaînon manquant. Il était très influencé par les travaux de Haeckel en particulier, qui croyait que quelque part au nord de l'océan Indien se trouvait la zone d'origine des hommes et des grands singes. Et Dubois, il faut bien le dire quand même, avec des présupposés complètement faux, a quand même fini par trouver sur les rives de la rivière Trinil à Java des restes d'un véritable homme fossile qui a été le premier Homo erectus découvert. Cet Homo erectus, il avait un squelette postcrânien qui était celui d'un homme, d'un bipède, mais il avait aussi des caractères, en particulier crâniens, qui étaient tout à fait primitifs, avec cette voûte très basse et cette capacité crânienne très inférieure à tout ce que l'on connaissait chez des hommes actuels, et même chez l'homme de Néandertal, qui était déjà connu à cette époque-là. Alors, Dubois a eu beaucoup de mal à faire admettre, si je peux dire, la signification de cet Homo erectus, qui a longtemps été considéré comme... On ne l'appelait pas Homo erectus, on l'appelait Pithecanthropus erectus à l'époque, et il a été longtemps considéré comme un rameau éteint de primates qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'origine des hommes actuels. Alors, depuis l'époque de Dubois, on a découvert de nombreux restes. Il est important de comprendre que les premiers Homo erectus qui ont été découverts au XXe siècle l'ont été découverts essentiellement en Asie. Et non seulement on a trouvé des formes essentiellement à Java et en Chine, mais en plus ce sont des formes qui sont des formes relativement tardives. Je vous présente ici des reconstitutions de deux crânes. Un crâne d'un Homo erectus chinois du gisement de Zhougoudian, ici une reconstitution assez composite, ça fait appel à différents spécimens, d'un Homo erectus tardif aussi de Java. On a là des formes qui ont seulement quelques centaines de milliers d'années, 400 000, 300 000, peut-être même beaucoup moins pour Ngandong. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a reconnu déjà sur ces formes toute une série de caractères que l'on va retrouver un peu partout chez les Homo erectus, même chez des formes beaucoup plus anciennes. Alors on a une capacité crânienne qui est assez nettement inférieure à celle qu'on observe chez les hommes actuels, typiquement entre environ 700 et 1200 cm3 de capacité crânienne. C'est une boîte crânienne qui est allongée, assez aplatie. Vous voyez qu'en vue postérieure, elle a une forme pentagonale, plus ou moins abaissée, avec une largeur maximum à la base du crâne. Le massif facial est projeté en avant, donc il y a un prognatisme qui est très fort. Il y a aussi un prognatisme dit alvéolaire, c'est-à-dire un prognatisme des arcades dentaires assez prononcé. Le système masticateur, qui est encore très puissant, montre quand même une réduction très nette par rapport aux formes qu'on connaissait avant, en particulier en ce qui concerne la taille des dents. Et puis surtout, ces Homo erectus montrent presque systématiquement des superstructures osseuses très très marquées sur le crâne. À l'arrière du crâne, vous voyez ce bourrelet osseux très marqué qu'on appelle un torus occipital, qui est
très développés chez la plupart d'entre eux, tout à fait reconnaissables. À l'arrière du pariétal, on a cette éminence qu'on appelle le torus angularis, que l'on va trouver surtout chez les formes asiatiques. Et puis, d'une façon générale, on a, je dirais, une grande quantité d'os dans le crâne, qui est si je peux dire, un des caractères les plus remarquables de ces formes. Alors, ces Homo erectus, historiquement, qui avaient été d'abord découverts en Asie, on les a reconnus aussi en Afrique, et nous avons déjà parlé de ces fossiles du Kenya, de l'Est Rodolphe et de l'Ouest Rodolphe. Ces fossiles africains, d'abord, sont beaucoup plus anciens que les premières formes qui avaient été découvertes à Java et en Chine. Ici, on parle de fossiles qui ont plus d'1,5 million d'années, pour la plupart, avec des âges qui atteignent pour le plus ancien et bien conservé, on verra qu'il y en a un encore plus ancien, 1,8 million d'années. Ces formes-là présentent, si je peux dire, une version un peu atténuée des caractères qu'on a trouvés chez les Homo erectus asiatiques, en particulier en matière de superstructure osseuse. Alors maintenant, la question, c'est quel est l'âge et quelle est la localisation des premiers fossiles qu'on va attribuer à Homo erectus et qu'on trouve en dehors d'Afrique, donc, si je peux dire, en chemin entre les formes les plus anciennes qu'on connaît en Afrique de l'Est et puis ces formes plus tardives qu'on a à Java. Alors, il y a un gisement tout à fait remarquable, très important, qu'il faut mentionner en premier, c'est le gisement de Dmanisi en Géorgie. Alors, nous nous trouvons sur le versant sud du Caucase, pas très loin, environ à 40 degrés de latitude nord, et dans cette région, on a des formations volcaniques très importantes. Ce que vous voyez, ces falaises que vous voyez sont des coulées de basalte. Il faut imaginer que c'est de la lave, hein, donc ce sont des dépôts de basalte très très importants. Ce basalte de Mazavera, il a été daté d'1,850 ans. Et au-dessus de ce basalte, sur un promontoire qui se trouve à la confluence de deux rivières, on a découvert ce site de Dmanisi. Alors on l'a découvert en fouillant en fait une petite ville, un village médiéval. En fouillant les caves de ce village, on a découvert des ossements qui étaient manifestement pas médiévaux, qui étaient beaucoup plus anciens. Et on s'est rendu compte que le village médiéval était construit sur un site Pléistocène inférieur très très ancien. Alors au-dessus de ce basalte, on a des dépôts volcaniques qui sont des dépôts un petit peu, qui ont été retravaillés, si je peux dire, par les éléments, avec deux niveaux. Un niveau qui est un peu durci, et dans ce niveau s'est produit le creusement de tout un tas de cavités dans lequel un remplissage un peu plus meuble est venu ensuite se déposer. Ces cavités, eh bien, elles sont remplies de ce sédiment un peu plus récent, mais elles sont aussi remplies d'ossements d'animaux et d'ossements humains, quelquefois. Voilà ici une photo très spectaculaire qui a été prise au moment de la découverte de ce crâne, qui est notre affiche. Hein, c'est le crâne qui vous a attiré ici, si je peux dire. Et j'ai eu la chance de me trouver à Dmanisi le jour où ce crâne a été découvert. Je veux dire, c'est un souvenir assez inoubliable. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de paléontologues qui ont la chance en fait d'assister à la découverte de fossiles humains. Hein. Et donc, ces cavités, on pense que ça a été des tanières de carnivores. Alors, il y a des interactions sans doute assez compliquées entre les hommes et les carnivores. Peut-être que les hommes étaient attirés par les carcasses que les carnivores mettaient dans leurs tanières, mais peut-être que de temps en temps aussi, ils finissaient eux-mêmes comme les carcasses qu'ils recherchaient dans les tanières des carnivores. Mon collègue Philippe Reitmeier, qui va prendre la parole après moi, va vous présenter avec beaucoup plus de détails ce site, mais je veux quand même en dire quelques mots.
je vous ai dit, ce basalte Mazareva, il est daté de 1 850 000 ans. Et on a au-dessus ces deux niveaux, ce niveau A et ce niveau B. Donc le niveau A, c'est le niveau qui est un peu concrétionné, dans lequel il y a ces cavités. Et puis le niveau B, c'est ce sédiment qui est venu remplir ces cavités. On dispose d'un certain nombre de datations, et surtout, on a aussi un autre moyen d'évaluer l'âge de ces dépôts en utilisant les modifications du champ magnétique terrestre qui se sont produites irrégulièrement au cours du temps pendant le Pléistocène. Certains dépôts géologiques, en particulier les dépôts volcaniques, ont la capacité de, en quelque sorte, fossiliser le champ magnétique terrestre. Et on sait, grâce à ces dépôts, que ce champ magnétique il a subi des inversions totales. Que le pôle sud s'est de temps en temps retrouvé au pôle nord et le pôle nord au pôle sud. Alors la Terre n'a pas basculé de haut en bas, mais c'est la polarité du champ magnétique qui a changé. Et on connaît très précisément l'âge de ces inversions. On a donné des noms à ces périodes inverses ou normales. Alors, évidemment, maintenant, on considère qu'on est dans une période normale. On est dans cette période qui s'appelle brune, mais elle a été précédée par une longue période inverse, Matuyama, qui elle-même a été entrecoupée de petits épisodes normaux. À Dmanisi, on peut mesurer assez précisément la polarité du champ magnétique de ces sédiments, et donc on a reconnu le passage entre cet épisode d'Olduvai et puis la période Matuyama, qui est daté de 1 780 000 très précisément, et donc on a un calibrage très très précis de ces sédiments. Donc on sait que les restes humains qui se trouvent dans les sédiments de la couche B qui est venue remplir les espèces de tanières de la couche A datent d'environ 1 750 000. Mais ce qui est très important, c'est que récemment, en 2011, on a trouvé dans ces sédiments un peu plus durs et plus anciens, qui forment les parois de ces tanières, on a trouvé des industries produites par l'homme, des industries lithiques. Et en gros, on peut les dater assez précisément entre 1 850 000 et 1 780 000. On pense qu'elles sont légèrement postérieures seulement à 1 850 000. Et donc ça, c'est ce qu'on connaît de plus ancien en Eurasie. Ce ne sont pas des fossiles humains, ce sont des outils fabriqués par les hommes. C'est ce qu'on connaît de plus ancien et qui soit, j'allais dire, bien daté. Alors maintenant, quand on s'éloigne de cette zone de la Géorgie, on trouve des traces d'industries olduvaiennes dans différentes régions du monde. Et comme je vous l'ai dit, un des problèmes, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose ressemble à une industrie olduvaienne, parce que c'est un galet avec des éclats enlevés, que ça a forcément des millions d'années. Et très souvent, la datation des formations géologiques dans lesquelles on trouve ce type d'industrie sont des datations qui sont relativement vagues et très discutées. Donc, je vous ai ici cité deux sites israéliens. Vous voyez quand même que pour ces deux sites, Erk El Ahmar et Bitzat Ruahma, on a une fourchette de date qui est quand même assez conséquente. Et évidemment, ça pourrait avoir pas loin de 2 millions d'années pour Erk El Ahmar, mais ça pourrait aussi avoir seulement 1,5 million d'années. On a à peu près le même genre de situation au Pakistan, où on a aussi décrit dans le nord du Pakistan des industries, en particulier dans ce gisement de Riwat, des industries qui pourraient être très anciennes, mais avec des points d'interrogation sur la datation. En fait, il faut aller en Chine pour trouver des gisements qui sont relativement riches et bien compris du point de vue de la géologie et de la datation, et qui approchent les dates que l'on a à Dmanisi. On a d'abord des gisements qui se trouvent dans le bassin de Nihewan, dans le nord de la Chine, et ce bassin de Nihewan
on a des datations qui remontent à 1 660 000 pour les industries les plus anciennes qu'on connaisse dans ce bassin de Nihewan. C'est le gisement de Manjuanggu. Ces industries, c'est toujours des industries du mode 1. Ce sont des industries qui ressemblent à l'oldowayen africain, bien que leur âge soit postérieur à l'âge d'apparition de l'acheléen en Afrique, je vous rappelle, 1,8 million. Alors, ces datations sont des datations qui sont souvent établies en combinant la paléontologie et puis des méthodes de datation physique, et puis aussi ce fameux paléomagnétisme que l'on utilise pour caler la chronologie. Vous allez voir que le paléomagnétisme, ce n'est pas forcément facile à utiliser. Un deuxième gisement très connu, très important, alors celui-là de Chine du Sud, du Yunnan, qui est pas très loin de la ville de Kunming, la ville de l'éternel printemps. Il s'agit du bassin de Yuanmu. Et dans ce bassin de Yuanmu, on a aussi des industries de type mode 1 très fruste. Et on a trouvé 2 incisives humaines dont la morphologie rappelle celle que l'on connaît chez des Homo erectus anciens ou même chez des Homo habilis. Alors ce bassin de Yuanmu a donné lieu à de nombreuses controverses quant à son âge. On pense aujourd'hui que ces dents de Yuanmu datent d'environ 1 700 000. Mais ces datations sont en grande partie fondées sur des corrélations paléomagnétiques, et vous voyez bien que le paléomagnétisme, ça n'est pas vraiment une méthode de datation, en fait. C'est une méthode de précision d'un âge qu'on a obtenu par ailleurs. C'est-à-dire si on sait à peu près dans quelle fourchette de temps on est et qu'on a des données paléomagnétiques, on peut préciser l'attribution d'un niveau ou d'un autre à une période normale ou inverse. Mais c'est un petit peu comme les touches d'un piano. Imaginez que vous preniez un polaroid d'un morceau d'une partie d'un clavier de piano et que vous donniez ce polaroid à quelqu'un et que vous lui demandiez où est-ce que ce polaroid a été pris sur le piano. Alors évidemment, il y a pas mal d'endroits sur le piano où il y a des touches noires et des touches blanches qui alternent plus ou moins de la même façon. Et dans le cas de Yuanmu, juste pour vous donner une idée des problèmes que ça pose, je vous montre ici les résultats d'une étude antérieure qui, elle, avait conclu à un âge beaucoup plus récent, puisque en se fondant sur une mise en correspondance différente des données paléomagnétiques et de l'échelle paléomagnétique connue, eh bien, on était arrivé pour Yuanmu à un âge de moins de 780 000. Donc, vous voyez que là, c'est quand même, on a presque 1 million d'années de différence si on se fonde juste sur le paléomagnétisme. Alors, l'autre région d'Asie où on a des restes humains qui sont très anciens, eh bien, c'est cette île de Java où Dubois avait trouvé le premier Homo erectus. Il y a 2 régions dans lesquelles on a des choses très anciennes. D'abord, la région de Sangiran, qui est dans le centre de l'île de Java, où on a un dôme volcanique très important avec des dépôts fluviatiles et des dépôts volcaniques. Ces dépôts volcaniques et ces dépôts fluviatiles sont relativement favorables à la conservation des ossements. On a beaucoup de fossiles. Depuis l'époque de Dubois, on a trouvé de nombreux restes d'Homo erectus. Vous voyez la numérotation de ces fossiles de Sangiran. Ici, on parle du numéro 31, donc ça suppose qu'il y en a 30 qui ont été découverts avant. Et puis, surtout, ces dépôts volcaniques ont l'avantage de pouvoir être datés par tout un tas de méthodes. Donc la géologie de cette région est relativement complexe, mais elle est étudiée et on a une idée assez bonne de la succession des unités avec donc plusieurs formations, et en particulier ces 2 formations-là, la formation de Pukangan et la formation de Kabu, dans lequel on a recueilli des restes d'hominidés. Alors, tout le monde est d'accord sur le fait que la formation de Kabu, qu'on appelle aussi parfois la formation de Bapang, a livré de nombreux restes fossiles. Pour la formation de Pukangan,
qu'on appelle aussi parfois de Sangiran. Le problème, c'est qu'on a certainement des restes humains qui viennent du sommet de la formation. La question qui se pose, c'est jusqu'où dans la formation, quand on recule dans le temps, on trouve ces fossiles. Alors là, il y a de nombreuses controverses qui résultent essentiellement du fait que la plupart de ces fossiles qui ont été découverts anciennement, eh bien, ont été découverts dans des conditions qui ne permettent pas de localiser précisément la zone de découverte. Et donc, on peut discuter très longtemps pour savoir où est-ce qu'il faut les localiser dans cette stratigraphie. Dans la stratigraphie elle-même, on a des dates relativement précises, et en particulier dans la zone supposée de découverte de ces fossiles de Sangiran 27 et 31, par exemple. Alors, il s'agit de formes d'Homo erectus très robustes. Bon, ce sont des pièces qui sont assez mal conservées, vous voyez, très écrasées, mais on reconnaît par exemple sur ce crâne ce torus occipital très marqué que j'ai mentionné tout à l'heure comme un caractère de ces Homo erectus. Donc dans cette zone-là, on a en particulier des dates argon-argon qui nous emmènent aux alentours de 1 660 000. Et donc ça serait pour la région du centre de Java les plus anciens restes humains connus, s'ils viennent bien de ces niveaux-là. Un peu plus à l'est de Java, on a un autre fossile qui lui aussi a été attribué à une période assez ancienne du Pléistocène inférieur. Il s'agit de ce crâne de bébé, en fait. C'est un enfant qui avait probablement autour d'1 an au moment de sa mort. Il est connu sous le nom d'enfant de Mojokerto ou parfois de Perning. Et c'est un fossile qui a été là encore découvert dans des conditions qui font qu'il y a un doute sur la localisation précise dans la stratigraphie. Un âge de 1,8 million d'années a été proposé par notre collègue Swisher, mais certains, en particulier en travaillant sur les archives qui restent et qui relatent la découverte du fossile, ont suggéré des âges un peu plus récents. Donc on parle de quelque chose qui serait entre 1,5 million d'années et 1,8 million d'années. Donc voilà pour l'Asie. On va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'autre bout de l'Eurasie, en Europe. Mais avant de faire ça, je voudrais vous montrer quand même cette image. J'ai mis sur une carte, sur un planisphère du monde, les gisements du bassin de Nihewan, en Chine du Nord, et puis le gisement de Dmanisi. Et vous voyez qu'on peut faire passer une ligne qui correspond presque exactement au 40e degré de latitude nord et qui passe par ces deux gisements. Et quand on va se déplacer en Europe, eh bien, de façon pas très surprenante, vous allez voir que les plus anciens restes, les plus anciennes traces d'occupation humaine qu'on va trouver, eh bien, on va les trouver dans le sud de l'Italie et en Espagne, à des âges qui ne sont pas aussi importants, mais qui sont quand même tout à fait remarquables. Et il faudra attendre quelques centaines de milliers d'années pour trouver des choses plus haut en latitude, en particulier dans les îles britanniques. Alors en Italie du Sud, on a un gisement en Apulie qui s'appelle Piro Nord. C'est en fait une crevasse, une fissure karstique qui est remplie par un dépôt. Dans ce dépôt, on a quelques outillages qui ont une allure oldowayenne et la faune découverte en association avec cet outillage indiquerait aussi un âge entre 1,3 et 1,7 million d'années. Donc on est à peu près toujours dans les mêmes eaux, si je peux dire, que les dates que l'on a observées en Chine et que les dates qu'on a observées à Java. Alors pour l'instant, le gisement de Piro Nord, la date doit être prise quand même avec une certaine précaution, si je peux dire. C'est un gisement qui est en cours d'étude. On se pose des questions en particulier sur l'association de ces industries avec la faune pléistocène inférieure dont on a déduit cet âge. Les remplissages de fissures karstiques, c'est quelque chose qui est assez compliqué. En particulier,
une des questions qui se posent, c'est de savoir s'il y a un seul épisode de remplissage ou plusieurs. En Espagne, alors on a essentiellement 2 zones de découverte. Une zone dans la région de Grenade, le bassin de d'Orsay. Et dans ce bassin d'Orsay, depuis maintenant assez longtemps, on recueille de la faune et des industries très primitives dans 2 gisements essentiellement, le gisement de Barrancoleón et le gisement de Fuentenueva 3. Et ces 2 gisements ont été depuis longtemps datés aux environs de 1,2 million d'années. Alors il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, a été publiée pour la première fois une dent humaine provenant d'un de ces gisements, du gisement de Barrancoleón. Il n'y a pas de doute, c'est une dent humaine. Et en se fondant sur différents éléments de datation, on lui assigne un âge autour de 1,4 million d'années. Plus au nord, dans la région de Burgos, on a évidemment l'ensemble de gisements du massif d'Atapuerca, avec des gisements dont vous avez sûrement entendu parler parce que certains d'entre eux ont livré des restes tout à fait spectaculaires. Et parmi ces gisements, il y en a un qui s'appelle Cima del Elefante. Et dans ce gisement de Cima del Elefante, le niveau TE9 a livré non seulement des outillages, mais vous allez le voir, pour la première fois en Europe, des restes humains, j'allais dire, significatifs pour une période aussi ancienne. Alors ce niveau TE9, il est situé très en dessous de l'inversion magnétique Matuyama-Brune, donc il est beaucoup plus ancien que 780 000, et en particulier en se fondant sur des méthodes de datation cosmogénique, nos collègues espagnols sont arrivés à une évaluation de l'âge autour de 1,2 million d'années. Voici à quoi ressemblent les restes humains qui ont été trouvés à Cima del Elefante. Alors, vous trouvez ça très spectaculaire ou au contraire très fragmentaire, mais c'est une mandibule humaine, il n'y a pas de discussion là-dessus, d'assez petite taille, dont la morphologie pas complètement étrangère à ce qu'on connaît ailleurs, en Afrique en particulier, dans ces périodes de temps. Donc voilà à peu près tout ce qu'on connaît pour l'Europe, pour des périodes aussi anciennes. Donc c'est quand même, quand on compare ça aux séries de crânes découverts à Java, par exemple, ou à ce qu'on connaît en Afrique du l'Est, c'est quand même pour l'instant pas grand-chose. Et évidemment, ça pose question parce qu'en Europe, il y a quand même une activité archéologique et paléontologique ancienne et très intense. Et donc, soit il n'y a pas les formations géologiques les plus favorables à la conservation de ces restes très anciens, soit peut-être la pénétration des hominines dans l'ouest de l'Eurasie a été un peu plus laborieuse que dans d'autres régions du monde. Je fais un petit saut dans le temps pour vous dire quand même qu'à un moment donné, les hommes se sont aventurés au-delà de 40 degrés de latitude nord, et le gisement le plus ancien que l'on ait, qui d'ailleurs en âge n'est pas très très loin de ce qu'on connaît en Espagne, c'est le gisement de Happisburgh dans le Norfolk. Vous voyez sur cette carte qu'il y a à peu près 1 million d'années, la mer du Nord et l'Atlantique ne communiquaient pas, donc il n'y avait pas la Manche, et le cours de la Tamise était très différent. La Tamise avait un estuaire qui se trouvait beaucoup plus au nord que l'estuaire actuel, se jetait dans la mer du Nord dans cette région du Norfolk, et cet estuaire de la Tamise, il y a 1 million d'années, a donné naissance à toute une série de gisements paléontologiques très riches. Ça fait très longtemps qu'on récolte des fossiles dans cette région-là. Et depuis quelques années, nos collègues britanniques ont découvert des traces humaines, en particulier des outillages qui sont très anciens dans ces gisements du Norfolk, et en particulier un gisement dont on a beaucoup parlé depuis quelques années. Vous voyez que les publications sont récentes, 2010, 2014, ce gisement de Happisburgh. Et à Happisburgh, on a découvert des outillages lithiques tout à fait clairs, d'ailleurs qui sont associés à de nombreux éléments organiques de la végétation, en particulier de la faune, des tas de choses qui sont très très bien conservées.
En se fondant sur le paléomagnétisme et sur la faune, en gros, on peut attribuer ce gisement de Happisburg 3, celui qui a livré ces vestiges, à une période interglaciaire, une période relativement tempérée, soit autour de 850 000, soit autour de 950 000 avant le présent. Donc on pourrait être pas très loin d'1 million d'années. Ce qui est remarquable à propos de Happisburg, ça a quand même un petit peu battu en brèche certaines idées, certaines opinions sur l'occupation des latitudes moyennes ou hautes par des hommes du Pléistocène inférieur. Pourquoi ? Eh bien parce que, je vous ai dit, ce sont des incursions des hommes pendant une période interglaciaire, clémente. Alors on se dit, c'est formidable, il fait chaud. En fait, pas tellement. Ce climat de Happisburg pendant ces interglaciaires, on peut le reconstituer de façon assez précise, en particulier grâce aux restes végétaux. Ça correspond à peu près au climat actuel du sud de la Norvège. Donc, il y a un peu moins d'1 million d'années, les hommes en Europe étaient capables de vivre dans un environnement qui est celui du sud de la Norvège actuelle. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent à propos de toute cette série de découvertes, et en particulier, il y a des questions qui se posent sur la nature de ces premières occupations humaines. Pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, ces âges autour de 1,9 million à 1,8 million, où on trouve les premières traces humaines en dehors d'Europe, évidemment, c'est l'âge des formes les plus anciennes d'Homo erectus en Afrique, mais c'est aussi l'âge, en particulier, des Homo habilis. Et on s'est posé la question de savoir si, en fait, les hommes qui étaient sortis d'Afrique, ça n'était pas une forme plus primitive que Homo erectus. Alors, sur quoi se fonde cette discussion? Eh bien, elle se fonde d'abord sur le fait qu'à Dmanisi, on a des fossiles qui ont été attribués à Homo erectus, on vous en parlera dans quelques minutes, mais qui quand même, par leur morphologie, s'éloignent beaucoup de ce que l'on considère classiquement comme des Homo erectus. Et en particulier, ces crânes ont une capacité crânienne qui est très très faible par rapport à ce qu'on considère normalement comme acquis chez les Homo erectus. Ce crâne numéro 5, celui dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, qui a été découvert en dernier, c'est un crâne dont la capacité crânienne est de 546 cm3, c'est-à-dire c'est à peine un petit peu plus que ce qu'on a chez les australopithèques, et c'est ce qu'on trouve classiquement chez des Homo habilis. Et donc, une des questions, c'est de savoir s'il faut vraiment appeler ça des Homo erectus, et certains ont même envisagé de regrouper toutes ces formes, les Homo erectus et les Homo habilis, sous forme d'une seule espèce, mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant, on va vous en parler. Alors, il faut quand même dire que ces hommes de Dmanisi, même s'ils ont des caractères primitifs, ils se distinguent assez nettement des hominines anciens d'Afrique, et en particulier avec des restes humains qui ont été découverts à Dmanisi, on peut se faire une idée des proportions corporelles de ces gens-là, et ils ont des proportions corporelles qui correspondent en gros aux proportions corporelles d'hommes actuels. Alors, il y a un autre gisement dont il faut que je vous dise un mot, qui est un gisement beaucoup plus récent que tous les gisements dont on a parlé aujourd'hui, mais vous allez le voir qui a une importance dans toute cette discussion, c'est le gisement de Liangbua en Indonésie, dans l'île de Flores. Donc, vous voyez, Flores, c'est une île qui est au bout du chapelet d'îles indonésien, donc à l'est de à peu près 500 km à l'est de Java. Et dans ce gisement de Liangbua, on a découvert et publié, il y a exactement 10 ans, un fossile tout à fait extraordinaire, dont vous avez sûrement entendu parler. Il a été baptisé dans la presse le Hobbit, et il a été baptisé plus scientifiquement Homo floresiensis, et c'est un hominine tout à fait remarquable, d'abord par sa taille, à peu près la taille de Lucie, et puis aussi par sa très très faible capacité crânienne qui a suscité de nombreuses interrogations.
C'est important de noter tout de suite que dans la grotte de Liangboa, on a plusieurs fouilles qui ont été réalisées, et en plus de ces restes tout à fait remarquables, donc là, évidemment, c'est un crâne actuel qui est comparé au fameux Hobbit. Donc dans cette grotte, on a trouvé aussi des vestiges archéologiques, et on a une industrie. Et vous voyez que cette industrie, quand on la regarde, ces lames, ces lamelles, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve, j'allais dire, dans le paléolithique de la région, pour des périodes relativement récentes du paléolithique. Et de fait, les dates qui ont été produites par tous ces travaux sont des dates, en gros, entre 80 000 et 18 000 ans. Et donc l'idée, c'était qu'il y a 18 000 ans, il y avait encore cet être tout à fait curieux qui vivait dans cette région. Je ne vais pas vous décrire en détail ce Homo floresiensis, mais il présente une combinaison de caractères tout à fait bizarre, avec des caractères primitifs, et en première ligne de ces caractères primitifs, la très petite taille du cerveau, à peine un peu plus de 400 cm3 de capacité crânienne, une mandibule qui ressemble à une espèce de miniature de mandibule d'Homo erectus, mais en même temps des caractères relativement dérivés, des caractères modernes, une réduction de la face qui est tout à fait remarquable. Et puis, si on regarde la morphologie dentaire, par exemple, eh bien, il y a des caractères primitifs, par exemple dans la structure des racines dentaires, des racines des prémolaires. Mais si vous regardez les couronnes de ces molaires, bien, ma foi, elles ressemblent quand même énormément à des couronnes dentaires d'hommes d'aujourd'hui. Et donc ça a donné lieu à énormément de débats. Un certain nombre de gens ont pensé que, en fait, cet Homo floresiensis, ça n'était pas du tout un homme fossile très ancien et très primitif, mais c'était un être pathologique et peut-être un cas de microcéphalie au sein de populations modernes qui vivent aujourd'hui, ou il n'y a pas très longtemps, dans l'île de Flores. Alors cette thèse est un petit peu problématique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on connaît évidemment des microcéphales, on connaît des crânes de microcéphales, et ces crânes de microcéphales ne ressemblent pas vraiment aux crânes de Flores et ne présentent pas tous ces caractères primitifs. Ce sont des crânes en gros d'hommes modernes, mais avec un tout petit cerveau. Et puis on a trouvé aussi dans la grotte de Liangboa, on a trouvé un autre individu. On a trouvé en particulier une autre mandibule qui ressemble curieusement à la première mandibule qui a été trouvée. Donc là, ça devient très compliqué parce qu'il faut imaginer qu'on n'a pas un microcéphale, mais des microcéphales qui ont vécu dans une grotte. Ça fait quand même quelque chose d'assez improbable. Puis surtout, le problème, c'est qu'on ne connaît pas chez les microcéphales actuels une forme de microcéphalie qui expliquerait tous les caractères qu'on observe sur l'homme de Flores. Et en particulier, on a des caractères, vous allez le voir dans une minute, post-crâniens qui sont tout à fait bizarres. Donc l'autre interprétation, c'est qu'en fait, il s'agit d'un cas de nanisme insulaire. Alors qu'est-ce que c'est que ce nanisme insulaire? C'est le fait que dans des îles où les ressources sont limitées, eh bien, on assiste en général à un appauvrissement de la faune. Il ne reste que quelques espèces. Voilà ici toutes les espèces qui vivent, qu'on a trouvées dans la grotte de Liangboa, qui vivaient autour de l'Homo floresiensis. Et on connaît ça dans de nombreuses îles, y compris des îles de la Méditerranée au Pléistocène. Eh bien, les grosses bêtes deviennent toutes petites, et puis les petites bêtes deviennent très grosses. Donc on a des éléphants nains, et puis on a des lézards ou des rats ou des oiseaux qui deviennent très très grands. Et donc l'idée, c'est que les hommes auraient été eux-mêmes impliqués dans un phénomène de ce type-là, lié encore une fois à la réduction des ressources disponibles. Alors quand on regarde la morphologie et la taille du cerveau du Hobbit de Flores et qu'on essaie de la comparer à ce que l'on connaît chez d'autres formes humaines en fonction de la taille, ce que vous avez ici en abscisse, c'est une mesure de la taille à partir de la taille de la tête du fémur de différents individus. On voit quand même que
cette forme ne correspond pas à une forme naine d'homme actuel. Ça n'est pas une espèce de pygmée extrême. Les hommes actuels, récents, très petits, ont quand même des cerveaux beaucoup plus gros. Une des hypothèses qui paraît la plus raisonnable, c'est de penser que cet Homo floresiensis serait une forme d'Homo erectus local qui aurait subi cette forme de nanisme. Alors, il faut quand même dire que cette idée se heurte à un certain nombre d'observations, en particulier sur le squelette postcrânien, et sans entrer dans les détails, on a dans le bassin, dans les pieds, dans les os des poignets en particulier, des caractères chez Homo floresiensis qui le rattachent à des formes très très anciennes connues en Afrique, même des australopithèques. Et donc l'idée qui a émergé chez certains, c'est que en fait cet Homo floresiensis, donc qui est très récent, ce serait la fin d'un rameau détaché des hominines africains très anciens, peut-être même des australopithèques, qui aurait fait son entrée en Asie, dont on n'aurait aucune trace, et dont, par chance, on aurait trouvé les derniers représentants à Flores. Alors voilà le résultat des cogitations de mon collègue Chris Stringer, qui, dans un numéro très récent de Nature, a envisagé toutes les possibilités en ce qui concerne l'origine de floresiensis, soit un Homo erectus nain, soit un Homo sapiens pathologique, mais vous voyez des possibilités d'enracinement beaucoup plus anciens chez les hominines. Et donc, évidemment, si on accepte cette thèse, ça nous amène à penser que ça n'est pas Homo erectus qui est sorti d'Afrique en premier, mais quelque chose d'autre. Alors, je pense que, pour ma part, je pense que l'idée qu'on ait des australopithèques ou des Homo habilis très primitifs en Asie reste encore à démontrer. On n'en a aucune trace paléontologique. Et puis, de toute façon, quelle que soit l'hypothèse que l'on choisit, on va avoir des problèmes d'homoplasie pour interpréter les caractères d'Homo floresiensis. C'est-à-dire que si on considère que c'est un Homo erectus nain, eh bien, il faut expliquer qu'il a produit à nouveau des caractères primitifs qui avaient disparu et qui sont réapparus, mais c'est quelque chose qu'on connaît de temps en temps au cours de l'évolution. Et si on veut résoudre ce problème en l'enracinant chez quelque chose de beaucoup plus ancien, eh bien là, on a une autre forme d'homoplasie qu'il faut résoudre, et qui est par exemple le fait qu'il a une réduction de la face ou une réduction de la denture comparable à celle qu'on observe chez l'homme actuel. Donc soit on a une réversion de caractère, soit on a une convergence absolument extraordinaire. De toute façon, je pense qu'il y aura quand même un certain nombre de problèmes à résoudre avec le Hobbit. Pourquoi ? Eh bien parce que à côté de cette homoplasie, de cette convergence anatomique, il n'en reste pas moins qu'il y a aussi quelques problèmes sur le plan de l'archéologie, sur le plan de la datation et sur le plan du comportement. Pourquoi ? Eh bien parce que dans cette grotte de Liangboa, on a découvert, je vous l'ai dit, des industries lithiques, on a aussi découvert des traces de foyers. Et donc, si on veut enraciner Homo floresiensis très très en amont dans l'arbre phylogénétique humain, eh bien, il faut accepter que cette lignée complètement distincte a inventé indépendamment tout un tas de techniques qu'on connaît chez des hommes modernes récents. Et pour finir, je dois dire que la date aussi de ce fossile pose un peu problème, parce qu'il y a 18 000 ans, inutile de vous dire qu'autour de l'île de Flores, il y avait des hommes modernes partout depuis très longtemps, depuis au moins 40 000 avant le présent, et il serait très étonnant que ces hommes modernes qui étaient là depuis très longtemps aient laissé tranquille ce petit hobbit dans sa grotte. Alors, pour finir, je voudrais quand même vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, le plus ancien Homo erectus connu reste un Homo erectus africain.
Et je vous remontre à nouveau ce petit fragment d'occipital dont je vous ai dit, c'est un tout petit fragment, mais il est très important. Il est très important parce qu'il montre ce bourrelet occipital, ce torus occipital que je vous ai présenté tout à l'heure, et il date de 1 870 000. Il vient du Kenya, et au jour d'aujourd'hui, c'est quand même le reste humain d'Homo erectus le plus ancien qu'on connaisse partout. S'il y avait des Homo erectus il y a 1 870 000, il est probable qu'il y en avait un petit peu avant, peut-être même beaucoup avant, et nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemblaient ces premiers Homo erectus. Peut-être ressemblaient-ils beaucoup aux hommes de Dmanisi, ça reste à vérifier. Alors en conclusion, je voudrais souligner un certain nombre de points. Donc on connaît de façon certaine des hommes hors d'Afrique il y a 1 850 000. Je me réfère aux industries de Dmanisi les plus anciennes. Mais évidemment, ça serait extraordinaire qu'on ait eu la chance de recueillir les industries les plus anciennes et les restes humains les plus anciens. Donc il est probable que les plus anciens sont plus anciens. 1,9 million, 2 millions d'années, c'est difficile de donner une date précise. Je voudrais souligner que cette date autour de 1,9 million, 2 millions d'années, c'est quand même une période où on a vu la dernière fois qu'en Afrique, il se passait des choses importantes sur le plan comportemental. C'est le moment où les hommes, apparemment, se sont vraiment adaptés à leur niche écologique de prédateurs en milieu ouvert et se sont mis réellement à exploiter la faune. Et évidemment, on est tenté de faire un lien entre ces deux observations. Et puis, je reviens à nouveau sur ce point, cette expansion des hommes modernes, des Homo erectus en dehors d'Afrique, c'est une expansion qui est antérieure au développement de l'achelin il y a 1,8 million d'années. Et vous avez vu que toutes ces industries anciennes qu'on trouve en dehors d'Afrique sont des industries du mode 1. Alors, cette expansion en Afrique, elle pose d'autres questions, en particulier une question un petit peu paradoxale, c'est la question de savoir si le développement hors d'Afrique est postérieur au développement de l'espèce Homo erectus en Afrique même. On n'a pas examiné le cas de l'Afrique du Nord, mais on a en Afrique du Nord des traces humaines qui sont plus tardives que ce qu'on a par exemple à Dmanisi. Alors est-ce que c'est parce qu'on ne les a pas encore découvertes, ces traces les plus anciennes, mais il y a une réelle possibilité que les hommes aient commencé à se répandre au Proche-Orient avant même d'avoir colonisé toute l'Afrique. Et la question qui se pose constamment, c'est est-ce que cette expansion de l'Homo erectus, elle est liée à des causes externes, en particulier de ces causes climatiques dont on a parlé? En gros, est-ce que c'est l'environnement qui a poussé l'homme hors d'Afrique, ou est-ce qu'au contraire, c'est des causes internes, et en particulier liées à son comportement? Alors, c'est une question qui est un petit peu, j'allais dire, théorique, parce que, en fait, vous avez vu que ces modifications du comportement humain, cette adaptation à une niche écologique nouvelle, c'est quelque chose qui est lié à l'ouverture des milieux et au changement climatique en Afrique même. Et donc, il est probable que cette adaptation à ces milieux et cette grande flexibilité comportementale, ça a été quelque chose qui a facilité l'expansion des hommes en dehors d'Afrique. Et en Eurasie, on a aussi des changements environnementaux. D'ailleurs, on a de nombreux échanges de faune pendant le Pléistocène et le Pliocène et le Pléistocène entre Afrique et Eurasie. Et pour finir, je voudrais dire que ces Homo erectus qui sont répandus un peu partout en dessous de 40 degrés de latitude nord, et puis qui ensuite sont montés dans les latitudes un peu plus élevées, il est très probable que localement, ils se sont adaptés à des conditions locales et qu'on a une très grande variabilité qui, pour l'instant, n'est pas connue. Pensez à la variabilité des hommes actuels
qui ont colonisé la planète il y a moins de 40 000 ans, 50 000 ans, et qui présentent d'une région à l'autre, pensez aux pygmées, pensez aux gens qui vivent dans les hautes latitudes, une très grande variabilité, par exemple en termes de taille. Et il est probable que des choses comme ça se sont produites chez les hominines du Pléistocène inférieur, et peut-être que ça explique un petit peu notre désarroi quand on veut intégrer dans une espèce définie de façon un peu typologique comme Homo erectus des fossiles qui viennent de Géorgie, de Chine, d'Espagne, du nord de la Chine et de Java. Voilà, je vous remercie pour votre attention.